Bonsoir, heureux de vous savoir nombreux à regarder cette autre édition de Cartes sur table. Nous sommes mardi le 5 décembre 2023, le dernier mois de l'année. Nous allons tabler uniquement sur un thème ce soir, un thème qui fait quand même parler, les débats médiatiques, pour dire combien les téléspectateurs, l'opinion, les Camerounais sont accrochés, mais en même temps critiquent souvent les techniques, les manières, les façons de faire des acteurs, les panélistes, mais bien au-delà aussi des différentes autres entités, le régulateur, les médias, la place des uns et des autres. On va essayer de débattre autour de cette thématique-là ce soir pour essayer de comprendre aussi la violence qui prend souvent le pas sur les arguments pour dire combien. C'est pas toujours évident de voir les différents acteurs panélistes avancer leurs arguments au cours de ces débats-là. 5 personnalités pour nous accompagner dans la thématique de ce soir, telle qu'intitulée « Débat médiatique ». La violence prend le pas sur les arguments. Je voudrais d'abord dire bonsoir à Brice Diolako du MRC. Mon frère Jupiter, bonsoir. Bonsoir également à tous ceux qui nous accompagnent ici ce soir. C'est toujours un réel plaisir pour moi de m'adresser aux millions de Camerounais qui nous suivent chaque mardi. Et c'est aussi un plaisir pour moi de représenter le plus grand parti politique au monde, le MRC, qui a le plaisir de m'envoyer ce soir. Commençons à donner les arguments. Commençons à donner les arguments du thème de ce soir. Allez. Et je profite de l'occasion pour une fois de plus encourager mes compagnons de lutte politique qui sont toujours dans les prisons. D'accord. Pour encourager ceux qui vont nous retrouver le 9 et le 10 à la grande rencontre nationale, c'est-à-dire la convention, la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous serons tous à Yaoundé, au Palais des Congrès. Une fois, merci d'avoir invité le MRC. Maître Achille Diop, bonsoir. Bonsoir mon cher député. Bonsoir au co-panel. Bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Merci de l'invitation. Salutations militantes renouvelées à tous mes camarades combattants SDF, de Douala 2e, de Douala 3e. Merci. Vous êtes évidemment du SDF. Maître Georges Teguin, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir au panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs. Merci de m'accueillir. Permettez-moi en un mot de dire humblement toute mon admiration pour cette chaîne que je regarde et qui tous les jours travaille pour améliorer la qualité du débat public. C'est un plaisir d'être ici ce soir, surtout au moment où on parle des faits. Je suis content de savoir que STV ne participe pas à cette entreprise malheureuse. Nous parlons au nom du RDP ce soir. Désiré Melingui, bonsoir, pour le PCRN. Bonsoir, monsieur député, bonsoir à mes companélistes. Surtout bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous regardent à ce moment. Vous également, vous êtes dans la mouvance d'un congrès ou d'une convention, comme ça se dit chez vous. Oh oui, justement, nous attendons un congrès qui devrait en principe se tenir du 15 au 17 de ce mois du côté de Kribi. Malheureusement, nous avons une situation qui risquerait de nous empêcher de tenir ce congrès. Donc nous nous battons, nous faisons les mains et les pieds pour que ce congrès ait lieu. Donc nous attendons que les choses essaient de se démêler. Nous allons croire que ce congrès aura lieu. Enfin, Patrick Christian Dobo, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous ce soir sur ce panel. C'est un plaisir d'être là. Mais j'ai toujours un plaisir particulier de vous recevoir sur ce plateau, dans cette amitié que vous nous faites. Vous qui êtes journaliste, sociologue et spécialisé en management des médias, Canal 2 International, vous avez travaillé, Suite FM, on vous écoute toujours là-bas. Merci pour cette proximité renouvelée à notre chaîne également. Écoutez, c'est parfois difficile de se voir dans cette posture pour nous qui sommes parfois acteurs de ce qui fait l'objet de cette émission. Mais c'est surtout important d'avoir aussi la voix qui est la nôtre. Sinon, on aurait peut-être pensé à ce qu'on établisse un procès des médias ou de ceux qui sont au feu de l'action ce soir, sans avoir l'argumentaire ou peut-être la version qui vient de ceux-là même qui sont acteurs, ou tout au moins au cœur de ce qui est le débat de ce soir. Merci encore à vous cinq et merci à vous à la maison de rester jusqu'à 23h pour cette édition. On va prendre donc la transition et on rentre en plein dans le thème de ce soir.
Alors, cher monsieur, d'abord, question d'entrée. Vous, quelle appréciation faites-vous justement de la tendance, de la tempérance, de l'ambiance autour des médias qui se fait sur nos différentes chaînes, Canal 2, STV, Vision 4, Equinox, j'en passe, Info Matin et les autres. Quelle lecture, en tant que téléspectateur, en tant qu'acteur, en tant que panéliste, Brice, je reprends avec vous faites de nos débats? Vous savez, grand frère Jupiter, je suis très mal placé pour juger de la qualité des débats qui meublent généralement les médias. Je pense qu'il y a des experts en ça, comme l'aîné Patrick Ndobo, qui maîtrise très bien cette question. Et moi, en tant qu'un homme politique, mon observation aussi minime, mais mérite aussi d'être adressée. Bon, on peut dire en un mot comme Amil, il y en a qui dirigent, qui traitent bien les débats, qui évite qu'il y ait des dérapages au cours des débats médiatiques. Mais il y en a d'autres aussi qui ne respectent pas ce canal qui est aussi important. Et oui, laisse chacun, ou alors laisse certains extrémistes meubler les débats. Bon, on peut dire que peut-être ils tirent un peu gain de cause, ils tirent réprimande de ça, mais à ce que je sache, je pense que la responsabilité revient souvent beaucoup plus aux acteurs, c'est-à-dire les personnes qui débattent. Parce qu'on a régulièrement vu certains acteurs qui sont sur la table et qui débattent, qui sont insaisissables. Je dis bien insaisissables, quelle que soit la méthode que le modérateur peut engager pour le stopper en cas de virulence, en cas de diarrhée verbale, mais ils sont toujours insaisissables. On se pose donc réellement la question où est le problème. Le problème aussi peut venir au niveau de la formation de ceux qui interviennent sur les plateaux, peut-être aussi des consignes en back-office de leurs leaders. Et je pense que le RDPC est très fort pour ce genre de choses. Et vous voyez donc que j'interpelle un peu les uns et les autres. Donc nous voyons en un mot ami, comme il y en a certains qui traitent bien l'information, qui dirigent bien les débats, qui évitent des dérapages, il y en a aussi qui laissent passer. Donc je ne pourrais pas citer des chaînes de télévision ici ou alors des presses aussi qui font du très bon travail sur cette table. Mais toujours est-il que la responsabilité première vient d'abord des acteurs et ensuite des modérateurs des débats. Maître Tekem, sur la même question. Moi, je n'ai pas d'observation particulière à faire sur le comportement général des acteurs, parce qu'on est en démocratie, effectivement, et dans un contexte comme le nôtre, les gens s'expriment tout à fait librement. Par contre, et pour répondre à ce que M. Diolako disait en disant le RDPC, je voudrais faire observer ici que le RDPC a mis en place, ou M. le Président de la République a mis en place un système responsabilisant, un système participatif. Et si vous observez bien, il a fait confiance à tous les Camerounais, et il a fait confiance aux Camerounais, et il nous a confié notre pays. Il nous revient à chacun, à son niveau, d'agir pour construire ce pays qui nous appartient tous. C'est pour cela que chez nous, la presse est tout à fait libre, même s'il y a les organes de régulation, je pense au CNC, et également dans les réseaux sociaux, je pense qu'il y a l'Antique qui travaille. Bon, on a mis en place une loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité, donc il y a un encadrement juridique. Mais au-delà de l'encadrement juridique, je pense qu'il appartient à chacun d'entre nous de travailler tous les jours à améliorer la qualité de ce qu'il dit au cours d'un débat public. Il appartient à chacun d'entre nous de faire un peu attention et comprendre qu'un pays, pour se construire, pense à chacun de ses citoyens. Et lorsque l'on s'exprime, chacun d'entre nous doit se rassurer que celui qui est en face ne pense pas comme lui. Si nous travaillons ainsi, ensemble, nous pourrons bâtir ce beau pays. En tout cas, on pourra bâtir le Cameroun médiatique pour que demain, nous serons plutôt un pays adulé, que les autres ont envie de nous copier. C'est un vœu, c'est un souhait, et je pense qu'on est dans la bonne direction. Il faut simplement continuer à travailler pour améliorer ceux qui ne l'ont pas encore compris et qui pensent que le débat public est une occasion d'imposer les points de vue. Non, c'est une occasion d'échanger, de débattre sur les sujets d'actualité qui nous interpellent tous, bien entendu, à ne jamais marginaliser le but premier qui est la construction de ce beau pays. Maître Le Dio, sur la même question, votre lecture de ce débat? Pas de lecture particulière, sauf que un constat.
Et effectivement, vous savez, il y a beaucoup qui ne regardent pas les journaux télévisés, mais s'informent à partir des débats du dimanche. Personnellement, je me suis rendu compte de ce que ces joutes langagières que l'on a eu souvent à constater est souvent beaucoup plus accentuée lors des échéances électorales. Vous conviendrez donc avec moi que ce que je voudrais pointer du doigt beaucoup plus, ce sont les acteurs politiques, les hommes politiques et certains universitaires qui, certains temps, sont invités dans les chaînes pour partager peut-être leur expérience, éclairer l'opinion. Donc, pour ma part, c'est regrettable parce que lorsque vous invitez le SDF qui décide par exemple d'envoyer Maître Ledjo vient donner la position du SDF par rapport à la thématique du jour. Et Maître Ledjo doit se battre pour faire passer le message qui est celui de son parti politique dans le respect de la pluralité des idées, c'est-à-dire dans le respect de la parole de l'autre. On a constaté tout simplement que, en lieu et place des arguments, l'on avance des propos haineux, l'on est dans les diatribes, les insultes, et ça va dans tous les sens. Et nous aussi, à notre niveau, acteurs politiques, nous avons fait les efforts. C'est vrai, ce n'est pas du tout aisé, mais nous devons faire les efforts pour que les débats se passent de façon saine, que les débats soient un peu plus polis, mais, comme je l'ai dit, mon cher député, vous ne pouvez pas, lors d'une échéance électorale, croiser le fer avec des hommes politiques, les représentants des formations politiques, et vous dire que vous n'aurez pas ce genre de choses. L'essentiel pour nous, c'est que ces débats, même si on arrive à se dire des choses peu courtoises, que ce soit dans le respect de celui qui est en face de moi, qu'on reste peut-être dans le débat, on peut se jeter 2-3 pics, mais après, il faut se ressaisir. Ce que l'on ne veut pas, c'est l'exemple d'arriver sur un plateau que M. Dipita coordonne et utiliser les expressions « un chien », à mouf, à ceci. Non, c'est ça que nous ne voulons pas et c'est très animal pour nous. Patrick Christian. Écoutez, moi, j'écoutais les hommes politiques qui sont là ce soir. J'avoue que, pris sous le regard critique, on pourrait peut-être faire le procès de la forme de ces programmes, parce qu'il s'agit des programmes de télé. Ce qu'il faut constater, c'est qu'on a globalement l'impression que ces débats, malheureusement, sont devenus des exutoires ou des espaces propices d'expiation. Et lorsque vous voyez, je mets au défi tous les hommes politiques que nous avons ici de présenter leur formation politique comme n'ayant pas des acteurs qui véhiculent cette violence-là. Quelle que soit la formation politique, vous allez trouver des acteurs. Je ne dis pas que tous le font quand ils sont sur les plateaux, mais vous allez trouver des acteurs qui sont des chantres, des champions dans l'expression de cette violence qu'on regarde sur nos plateaux. Et puisque nous sommes à l'entame de cet échange, on va certainement aborder plusieurs points. Mais ce qu'il faut constater d'emblée, c'est que
personne, malheureusement personne, qu'on soit homme politique, universitaire comme l'a dit Maître tout à l'heure, ou simplement intellectuel, même si certains peuvent faire le débat sur le terme intellectuel, on a des acteurs de plus en plus qui sont des porteurs de germes de violence. Et parfois, ce qui est grave, c'est que c'est prémédité. Et un cliché que je vais vous donner, pour peut-être rentrer dans la danse, quand vous voyez la configuration que vous avez ce soir, des hommes politiques, est-ce qu'il y en a un qui n'a pas été mandaté par son parti? Rien qu'à la lecture de cette forme de communication qui peut être le symbole d'une organisation intellectuelle, d'une association, vous voyez déjà qu'il y a une forme de caporalisation même des acteurs qui vont se mettre sur le champ du débat. Et ça réduit même la marge de manœuvre d'un certain nombre d'actions, de propos. Et ça donne davantage la responsabilité à ces formations politiques lorsque ces dérapages se produisent. Parce que de plus en plus, et c'est ça qui est à la mode, les formations politiques mandatent pour le moindre des débats aujourd'hui ceux qui doivent prendre la parole, même si quelquefois on nous dit sur tel mot ou sur telle partie de son expression, c'était l'homme politique qui a parlé, et sur une autre partie, c'est peut-être le représentant de sa formation politique. Vous voyez, il y a déjà ces clichés-là qui peuvent nous permettre de planter le détour et de nous dire que l'expression libre, comme Maître Tegem le disait, dans un contexte qu'on veut démocratique, c'est bien de l'avoir parce que c'est le bon côté de la médaille. Le revers, justement, c'est les dérapages. Et dans notre contexte, malheureusement, on a l'impression que les dérapages, dont le mauvais côté de la médaille, prend le dessus sur ce qui devait être le bon côté. Désiré Melingui. Oui, justement, j'ai suivi monsieur D'abord, c'est ça. Oui. Avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Je crois que ce qu'il est en train de dire est véritablement pertinent. Vous savez, le constat que moi j'ai pu faire, c'est que lors des débats, comme celui qu'on a aujourd'hui, ou alors ce qui se passe très souvent les dimanches, nous allons constater qu'il y a des formations politiques qui sont un peu à l'aise dans ce type de manœuvre. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a une actualité qui est prépondérante, on envoie un certain type de panélistes pour venir plutôt empêcher aux autres panélistes de pouvoir éclairer ou alors de donner des éléments d'explication ou alors d'éclairer, comme je l'ai dit, d'éclairer donc les téléspectateurs qui voudraient s'informer d'une situation ou alors essayer de leur faire comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par ceci, bon, peut-être je ne vais pas rentrer dans ce que je viens de dire, Maître Brice. Nous, on l'a vécu, je crois, il y a une semaine, avec notre porte-parole qui était sur le plateau d'une chaîne concurrente à la vôtre, où pratiquement il a fallu qu'elle soit tenace pour qu'elle puisse quand même éclairer, pour qu'elle puisse dire quelque chose. C'est-à-dire que, et pourtant, elle était sur ce plateau pour parler d'un problème qui nous tenait véritablement à cœur. C'est-à-dire que le problème de notre... la suspension de l'interdiction du Congrès. Donc, vous voyez, elle devait, toute l'opinion attendait des explications là-dessus pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi de cela. Mais on a constaté qu'en face, il y avait véritablement des gens qui étaient venus ou alors des envoyés pour empêcher à Anne Fégon de dérouler et puis essayer d'éclairer l'opinion qui attendait ce jour, ces explications-là. Vous comprenez? Et ça, on le voit tous les jours. C'est-à-dire que voilà pourquoi j'ai dit, en réalité, ce que M. Ndobo dit est pertinent, dans la mesure où on ne s'auto-envoie pas sur un plateau. C'est-à-dire c'est des gens qui décident, ou alors, c'est-à-dire qu'on a des organisations. Vous êtes mandaté comme ici. On est mandaté par un tel ou tel. Et puis, on sait pourquoi est-ce qu'on envoie un tel ou tel pour un tel ou tel débat. Vous comprenez un peu que c'est pas par moment, c'est fait à dessein. Même si le panéliste qui est là n'est pas quand même une machine qui va aller dérouler exactement ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire qu'il a son apport personnel, il a sa touche personnelle et qu'il peut apporter lors d'un débat. Il y a donc, il y en a qui ont prémédité un certain nombre de choses et qui le font en sachant pourquoi est-ce qu'ils sont en train de poser tel ou tel acte. Et moi je crois qu'en conclusion, voilà ce qui envenime aussi les débats sur les plateaux de télévision et même des radios.
Alors, premier constat, j'observe que tous vous êtes allés tout de go dans l'affirmation de ce que les débats, que les débats dérivent. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'hésitation. Donc, le constat, il est parlant, il est partant. C'est une prise de conscience, je l'espère, pour chacun de nous, les acteurs que nous sommes. Alors, bien qu'il y ait des exceptions. Bon, comme c'est le mal est profond. Oui, évidemment. Je veux dire que voilà. Pas de loi sans exception. Voilà. Ça, c'est la règle. Alors, de ce fait, je voudrais qu'on essaye, évidemment, de structurer un peu notre démarche et parlons justement de la structuration et de la logique de ces débats pour interroger qui c'est peut-être les causes de ces dérives. Brice, dans la structuration et dans la logique. Vous savez, dans la structuration et dans la logique, je dirais tout simplement que il y a un problème de formation des acteurs qui prennent la parole publiquement. Vous savez, le débat, c'est quelque chose qu'on enseigne. Non seulement dans des écoles que vous avez fait, mais aussi dans des partis politiques. Il y a des experts qui tiennent, ceux qui communiquent, ceux qui portent la parole des partis politiques. Alors, l'une des causes qu'on peut révoquer ici, ce sont des consignes données dans les back-office par ceux qui envoient les uns et les autres. Chez nous, au MRC, on nous dit, soyez plus argumentatifs, laissez vos vis-à-vis parler. Si vous avez des doutes à émettre, notez, allez devant les écrans, allez devant vos micros avec des blocs-notes, avec vos stylos. Notez, attendez que votre vis-à-vis parle et utilisez toujours un champ lexical qui vise la construction. Et dans votre fort intérieur, vous avez la conviction que cet enseignement est bien mis en valeur sur les plateaux? D'ailleurs, je suis un exemple. Je suis un exemple. Vous avez invité le MRC à plusieurs reprises sur ce plateau et mon régional en charge de la communication m'a toujours et régulièrement désigné, va représenter le parti et il faut être le plus argumentatif possible. Et je l'exprime partout où on m'envoie. Donc, j'étais en train de dire ceci. Il y a un réel problème, les consignes en back-office. Et c'est à ce moment que nous nous posons souvent la question, comment se fait-il qu'un acteur politique tel que du RDPC, avec qui vous passez votre quotidien, qui est autant très tempéré, mais une fois vous vous retrouvez sur un plateau de télévision, sur un plateau de débat, il devient plus virulent que tout le monde. C'est-à-dire, il dit des choses inadmissibles, quelle que soit la force utilisée par le modérateur pour le cadrer, ou alors pour l'amener dans le bon sens, il dérape toujours. Et juste après le débat, lorsque vous vous retrouvez ailleurs, ou au quartier, comme on dit d'habitude, il devient pondéré, il devient très argumentatif. Ça pose donc un réel problème, le problème des consignes en back-office. Là, on tire directement la conclusion que non, son secrétaire à la communication, lui a dit exactement d'aller faire ce qu'il a voulu faire, d'aller faire ce qu'il a fait, pas ce qu'il a voulu faire. Donc là, se pose un réel problème des consignes. J'ai parlé tantôt de la formation. Plusieurs arrivent sur les plateaux sans savoir que le débat politique se construit. Ils doivent recevoir comment argumenter, comment développer, quel est le champ lexical qu'il faut utiliser en fonction des thèmes, quel est le contexte dans lequel nous sommes. Parce que, vous savez, M. Duputa, la parole est une arme extrêmement puissante. Celui qui sait bien la manipuler peut construire. Et celui qui peut très mal la manipuler, détruire le monde. Lorsqu'on parle de la guerre, c'est quoi? C'est juste par alors aller feu et puis on lance. Donc c'est pour dire que quoi? Si il y en a qui s'attellent ou alors qui s'entêtent encore dans cette logique, il y a un véritable manque de formation. Parce que vous pouvez même recevoir des consignes de votre hiérarchie, comme le RDPC a l'habitude de le faire. Mais une fois sur le plateau, vous constatez que le contexte ne s'y est pas. Et puis, à votre fond intérieur, vous développez des arguments qui visent à apaiser même le plateau. Mais ça n'a jamais été le cas chez eux au RDPC. C'est ça le réel problème. Ça n'a jamais été le cas. Vous parlez seulement des plateaux. Nous avons plusieurs forums où nous discutons régulièrement. Allez voir ce qu'ils font là-bas. Ils rendent les forums invivables. Par moment, vous êtes contraint d'en sortir
et puis prendre un peu votre tempérament avant de demander au modérateur de vous réintroduire à nouveau, parce que ces gars rendent les débats invivables dans les forums. Allez par exemple dans les médias sociaux, puisque qu'on vient désormais de l'appeler, comme par exemple Facebook et bien d'autres. Est-ce que vous savez que ceux-là, ils sont spécialisés dans des faux profils? Je vais vous faire une confidence. Je me suis retrouvé sur Facebook un jour, qui est un média social, sur Facebook un jour, avec quelqu'un qui porte la tunique MRC, mais qui m'insulte. Je dis bien, qui m'insulte. Et pourtant, je suis un communicant connu de tous. Mais je me suis posé la question, nous sommes dans quel monde là? Et puisqu'un crime n'est jamais parfait, il est allé dans un forum où nous partageons ensemble. Peut-être vous aussi, M. Dupita, vous êtes dans le même forum. Je ne voudrais pas citer ça si vous me permettez. Non, allons-y, si ça doit rester confidentiel. Oui, c'est-à-dire, il part dans ce forum-là, prendre un morceau des discussions que lui et moi, nous avions eues, où il a été battu dans ce débat, il prend un morceau, il revient sur Facebook avec, et il colle comme étant un argument. Je l'ai interpellé directement dans le forum. J'ai dit, mon cher ami, tu ne construis pas. D'accord. Puisque nous avons débattu dans le forum et j'étais battu, tu viens sur un réseau social, tu portes la tenue du MRC pour m'insulter. Ça veut dire qu'en réalité, ceux-là, ils seront peut-être considérés virtuellement comme étant un militant du MRC. Et pourtant, c'est un militant du RDPC qui s'est déguisé à MRC et puis balance certains propos aussi haineux. Et puis ensuite, on va les attribuer au Et MRC. votre ouverture me permet de rappeler qu'en fait, la thématique n'est pas circonscrite au débat télévisé. Hein. On a dit débat médiatique, donc tout support confond. Exactement, que ce soit la radio et bien d'autres. C'est le même phénomène. Les médias sociaux, ça peut être encore plus violent, me semble-t-il. Plus violent. Georges Teghem, dans la structuration, dans les logiques, et même qui c'est peut-être dans l'organisation de ces débats. Vous savez, M. Diolako vient de faire exactement ce que vous étiez en train de dénoncer au début. Oh. M. Diolako dit au RDPC, on envoie avec les consignes. M. Diolako dit au RDPC, il était dans un débat avec un je ne sais pas où, dans un forum. Il nous regarde. Il nous regarde. Parce que là, dans le même forum, lorsque vous avez envoyé le thème, il est intervenu. Il nous regarde. Vous voyez les éléments qui peuvent pousser à la dérive dans je ne vous ai pas interrompu. Laissez-le parler, vous notez, et puis on revient. Et vous avez parlé d'un problème de formation. Vous voyez que vous m'avez interrompu. Parce que pour vous, ce que vous avez dit, c'est suffisant et on doit vous écouter. Vous avez dit que le RDPC envoie avec des consignes. Vous n'êtes pas du RDPC, je ne sais pas comment vous le savez. 2, vous dites que vous étiez dans un forum avec quelqu'un qui est militant du RDPC. Il vous a montré sa carte du parti. Qu'est-ce que vous en savez? On se connaît tous, nos maîtres. On se connaît? Tous dans le forum. Comment vous pouvez dire on se connaît? Comment vous voyez des a priori? Ce sont des a priori que vous avez dans votre tête et vous venez développer sur un plateau, vous communiquez. Après, on dit l'argument. Vous n'argumentez pas, mais vous êtes là pour vous attaquer à des gens que vous ne connaissez pas. Puisque celui avec qui vous étiez en train de discuter dans le forum, de toutes les façons, je n'y étais pas. Vous dites qu'il a employé un faux profil. Je n'en sais strictement rien. Vous êtes resté là-bas avec ça. Restez là où vous étiez avec ça. Ne venez pas ici, pendant que les gens nous écoutent, leur faire croire que le débat public s'est réduit à cela. Dans le débat public, moi je pense, et bien entendu je peux me tromper, ou alors vous avez le droit de ne pas penser comme moi. C'est votre droit. Moi je pense que, et je suis d'accord avec vous, il faut travailler sur la formation. Parce qu'il y a un véritable problème de formation. Sauf que, lorsqu'on parle même de formation, peut-être formation dans le domaine de la communication, parce que les spécialistes de la communication sur le plateau, moi je les entends parler avec beaucoup de... Et très souvent, des gens qui a priori sont très bien structurés sont ceux qui sur les plateaux tiennent des propos avec une dérive qui est parfois regrettable. La base du débat doit demeurer la construction du Cameroun. Nous ne devons jamais, à aucun moment, oublier que nous sommes tous les citoyens d'un pays qu'il faut construire. Et ce n'est pas parce que le RDPC aujourd'hui est en situation de responsabilité que le MSC doit travailler à déconstruire le Cameroun. Ou le PCR a déconstruit le Cameroun, le SDF. Non. Vous devez travailler à avoir mérité la confiance des Camerounais pour mettre en place un système alternatif.
Mais, quelquefois, et je regrette de le dire, on observe que certains travaillent comme s'il était question de détruire le pays. Le RDPC est en situation de responsabilité parce que les Camerounais lui ont confié un mandat qu'il est en train d'exécuter, c'est-à-dire la phase d'implémentation. En 2025, ce sera la phase des comptes rendus. Et les Camerounais trancheront. Le reste, c'est des débats sur des sujets où vous avez tout à fait le droit d'être d'accord avec nous, comme d'ailleurs, j'ai suivi le leader du PCRN, excusez-moi de faire une digression, je l'ai suivi sur un plateau, c'était peut-être dimanche, il y a 2 semaines. Moi, j'ai dit, mais ce monsieur, c'est un leader politique que je respecte, mais j'ai trouvé qu'il a oublié l'essentiel. Un monsieur vient sur un plateau de télévision, il est président d'un parti politique. Il dit, on a envoyé un ministre d'État me voir pour me nommer au gouvernement. Ce ministre d'État qui vient, c'est votre leader qui le dit, je dis, j'étais sur une scène concurrence il y a 15 jours. Ce ministre d'État vient me voir, il ne sait pas que peut-être le poste qu'on veut me donner, c'est pour le remplacer. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de la mangeoire. Quand vous êtes à la télévision et vous dites la mangeoire, qu'est-ce qu'on appelle la mangeoire alors qu'il faut construire le pays? Vous acceptez une consultation avec la plus haute autorité du pays qui a mandaté quelqu'un pour vous rencontrer, pour vous dire, est-ce que vous êtes d'accord de participer à la construction? Vous venez quand même à la rencontre et à l'occasion, vous dites, moi je pense que le Cameroun a des problèmes d'infrastructure, je pense que le Cameroun a des problèmes de corruption, comme il a dit à cette occasion, sur ce plateau. Et je pense que moi, si je dois entrer là-dedans, c'est pour régler ce problème. Ce sera ma participation à l'œuvre de construction de ce pays. N'oublions jamais, et chacun doit le savoir, quel que soit le lieu où il soit, où il est, chacun est né dans le berceau de la République. Chacun d'entre nous est né dans le berceau de la République. La coucheuse était la coucheuse de la République. Chacun a fait l'école de la République. Aujourd'hui, chacun travaille pour le compte de la République. La République doit être la boussole. La servir doit être la boussole de chacun d'entre nous. Servir, c'est construire son pays. Servir, c'est participer au débat public constructif. C'est argumenter dans le sens de l'intérêt de ton pays. D'abord, avant ton intérêt personnel. Si vous voyez que ce que vous allez dire n'est pas plus grand que le silence, il vaut mieux vous taire. Parce que ce que vous pouvez dire peut détruire. Il a dit tout à l'heure, il suffit de dire « allons-y » et ça prend feu. Moi, je suis très content d'appartenir à l'ADPC sur ce plan parce que mon président national a une communication que j'apprécie. Il est silencieux quand il le faut, parle quand il le faut, fait confiance à ses concitoyens, confie les responsabilités à ses collaborateurs, c'est-à-dire qu'il est pour la déconcentration. Et moi, c'est un système qui me convient très bien parce qu'il a mis en place ce que j'appelle toujours un système responsabilisant, un système participatif. Les débats publics se tiennent dans notre pays. Chacun a le droit de s'exprimer, mais il faut aller avec modération, en ayant toujours en cœur de bâtir ce pays que nous avons tous le devoir de construire. Désiré Mélingui, sur la structuration, sur la logique. Oui, mais permettez-moi d'abord de répondre à M. Tegem, parce qu'il a indexé mon leader. Ce que je devrais dire à M. Tegem ici, c'est que je ne sais pas ce qu'il n'a pas compris dans les propos de mon leader. La mangeoire, nous savons tous ce que c'est que la mangeoire au Cameroun. Le dit peut-être de manière spectaculaire, ce qui a pu vous poser un problème. Oui. Mais or, moi j'ai entendu, alors j'ai suivi un ministre de ce pays, un ministre de la République appartenant au RDPC, dire que Cabral c'est notre fabrication. J'espère que là, votre ministre dit que Cabral c'est notre fabrication. Ça veut dire que Cabral a tout simplement donné une réponse à leur disant que je ne vous appartiens pas, je n'ai jamais fait des choses avec vous, je ne mange pas avec vous. La mangeoire, nous savons tout ce que ça veut dire. Aucun Camerounais n'ignore ce qui veut dire mangeoire. Et le dire de manière ostentatoire n'est pas mauvais. Encore qu'il est accusé de partisan au RDPC. Et ça, vous l'aimez bien. Quand ceux d'en face, ou alors nos frères du parti d'opposition nous accusent d'être normalement vos amis, ça ne vous pose pas de problème. Mais lorsque Cabral vient de manière ostentatoire dire que je n'ai rien à voir avec vous et vous m'avez fait telle ou telle proposition que j'ai déclinée parce que votre gestion ne me convient pas, là maintenant vous pensez qu'il n'est pas responsable.
Non, Cabral est véritablement responsable. Et il faudrait que tous les Camerounais sachent que ce qui est en train de se passer aujourd'hui se passe sans son consentement. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est-à-dire que par rapport à la structuration, dans tous les cas, je crois que le débat que nous menons, comme il a ainsi bien dit, tous les débats qui sont menés dans notre République vont dans le sens de la construction. Mais maintenant, cette construction, on se retrouve coincé quelque part. C'est comment est-ce qu'on doit reconstruire? Avec qui nous allons reconstruire? Voilà là où tout le problème se pose. Et le problème n'est pas, on ne peut pas le cantonner seulement au niveau des médias. Voilà. Le problème, lui, il est global. C'est-à-dire encore que nous sommes en train de nous encheminer vers la fin du mandat en cours. Donc, tous les acteurs politiques ont les yeux rivés vers l'objectif. Et d'où, maintenant, toute cette bataille que nous sommes en train de voir au niveau, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des médias traditionnels que vous êtes et autres. La réalité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tous les acteurs politiques, que ce soit ceux qui n'ont même pas espoir d'accéder à la magistrature suprême, ou encore ceux qui prétendent le faire, sont au starting block et pensent que d'ici 2025, il y aura quelque chose, et si cela est fait, ça devrait être fait avec nous. Mais maintenant, comment est-ce que la démarche est laquelle? C'est là, à ce niveau-là que se pose le problème. Mais ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, leur pratique, on la connaît. La pratique, c'est quoi? Ne pas permettre aux autres d'être audibles par le public. D'où tout ce que nous rencontrons sur les plateaux de télévision. C'est-à-dire que lorsque on veut placer un mot, il faut élever le ton, il faut. Et maintenant, la construction dont nous voulons construire, nous allons construire, mais est-ce que nous sommes encore prêts à construire avec cela? Je ne suis pas si sûr. Voilà pourquoi, à un certain moment, le discours qui est tenu que ce soit sur les réseaux ou alors sur les chaînes traditionnelles ou sur les débats comme celui-ci, ne peut pas être un discours. Il est construit, tout le monde va parler de construction. Mais quel type de construction? C'est-à-dire que si aujourd'hui le RDPC nous parle encore de construction, nous on se demande de quelle construction nous parle encore du RDPC. En réalité, c'est la destruction. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre Tegem et moi, on ne peut pas s'entendre sur un plateau de télévision. La réalité, c'est qu'on va dire des choses qui ne vont pas dans le même sens. Il parle de sa construction qui leur appartient. Chacun avec ses convictions, chacun pas avec ses convictions. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de sa construction, il sait de quelle construction il parle. Mais lorsque nous parlons de la construction, nous parlons de la construction véritable. C'est-à-dire que le Cameroun, il nous manque ci, ça. Et si nous venons au pouvoir, voilà ce que nous voulons. Voilà ce que le Cameroun mérite, voici ce que le Cameroun a pu avoir, voici ce que le Cameroun n'a pas pu avoir parce que ceux-là sont au pouvoir. Et maintenant, lorsque tu vas vouloir le développer et qu'en face de vous, quelqu'un soit en train de vous en empêcher, vous voyez que le ton sera tout de suite, nous allons lever le ton. Vous comprenez un peu, le ton va se lever sur le plateau. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas construire, c'est plutôt ceux qui sont en face qui veulent empêcher ceux qui veulent plutôt construire. Moi, je pense que c'est à ce niveau que se pose le problème. Donc, venir faire comme si certains sont... Non, je ne dirais pas ici que nous, au PCRN, on n'a jamais les... Encore que là, il est reconnu que chaque fois que nous sommes sur les plateaux, nous sommes les moins agressifs. Nous sommes... Voilà même pourquoi, à un moment, certains téléspectateurs ont même pensé qu'on ne venait pas pour chercher, pour défendre leur cause. Or, c'est parce que nous, dans notre manière de penser, dans notre manière de gérer, on s'est dit que ce n'est pas avec la force, ce n'est pas avec un ton haut et fort qu'on va construire. On va construire ce pays, mais maintenant, la réalité, c'est qu'on ne peut pas démérer, puisque même lorsqu'on veut rester zen, on nous pousse toujours à ça. Je vous ai pris l'exemple l'autre jour, c'est-à-dire que sur un plateau concurrent au vôtre, où notre porte-parole a été obligé de lever le ton pour qu'elle soit audible. Parce qu'en face, on ne lui permettait même pas de placer le mot, et pourtant, toute l'opinion n'attendait que ça pour avoir quand même un certain, c'est-à-dire que pour avoir une vérité, c'est-à-dire que sur ce qui était en train de se passer. Vous comprenez, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Patrick Christian, c'est la structuration. Vous savez, lorsqu'on écoute
les arguments des uns et des autres. Vous ne pouvez pas de mots, mais j'ai l'impression que quand on les écoute, on est dans les débats gentils. Mais oui, tout est beau. Et c'est justement ce que j'allais dire. Il n'y a jamais eu de... que ce soit même, c'est même plus tendu que d'habitude. On a véritablement l'impression que... Et d'ailleurs, les arguments évoqués par les uns et les autres, on est en face des pédagogues ce soir. C'est les pédagogues. Ça se demandait pourquoi on fait un débat comme celui-ci. Bien sûr. Mais moi, je voudrais revenir sur... Vous savez, je ne vais peut-être pas aller jusque-là, mais ce qu'on a constaté malheureusement dans la structuration de ces débats, c'est que, je vais faire une métaphore, plus le tonneau est vide, plus il fait du bruit. Et vous allez très souvent vous rendre compte que la force des arguments, justement, est étouffée par le bruit des tonneaux qui n'ont pas la consistance dans le développement de leur argumentaire, sans faire d'injure à personne, mais c'est ce qui transparaît lorsqu'on voit un certain nombre d'interventions. Mais moi, je ne voudrais pas rester sur l'argumentaire, parce qu'on peut ne pas être d'accord sur les orientations, sur les éléments, sur la vision politique ou managériale de gestion du pays. Mais le problème, et c'est peut-être ça le fond du débat suscité aujourd'hui, c'est pourquoi on en arrive à des violences verbales, à des diatribes, et même à la déshumanisation des interlocuteurs, des protagonistes. On est souvent allé jusqu'à l'instinct bestial, pas seulement sur les plateaux de télévision. Si on parle aujourd'hui des médias sociaux, on va se rendre compte qu'on a affaire à un vaste champ aujourd'hui de prononciation sur des sujets divers, ce qui peut être bien, parce que ça permet à tout le monde de donner son avis. Mais sauf que, dans cette ruée vers les réseaux sociaux, les médias, tout le monde est devenu expert de tout. Personne ne respecte l'opinion de l'autre. Chacun cherche à imposer son point de vue et on a l'impression que dans cette course vers la volonté d'imposer son point de vue, on dénie à l'autre la capacité ou le droit de penser autrement. Sans donner un carton vert ou rouge, ici, là, à une quelconque formation politique, je dis ce que je venais de dire tout à l'heure, personne n'y échappe. Maintenant, la violence n'est pas que la spécificité des formations politiques, même si nous devons reconnaître que dans le jeu de la compréhension politique, les acteurs politiques, les formations politiques ont une énorme et lourde responsabilité, mais ce n'est pas une responsabilité exclusive. Parce que, on va constater, ça c'est peut-être le sociologue qui parle, que nous avons un gros problème de culture politique. C'est-à-dire que nos populations semblent parfois ne pas être préparées à digérer ou à refuser ce qui est fabriqué pour leur être imposé dans la manière de présenter les orientations politiques et dans la manière même de faire passer le discours. On a une absence de culture politique qui fait que on digère très facilement des propositions soit populistes, soit des propositions erronées qui malheureusement sont imposées à coup de matraquage, de verbiage, de répétition, autant dans les médias que dans l'espace digital. Donc cette absence de culture politique participe parfois aussi à donner un boulevard à ce type de comportement. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est celui qui a beaucoup parlé lorsqu'il participe à un débat ou qui a sorti, entre guillemets, les dossiers de quelqu'un sur les réseaux sociaux avec l'ère des fakes que nous avons. Et ça n'a même pas encore commencé. Parce que je vois nos compatriotes aujourd'hui se surprendre de tous ces potentiellement fakes, les vrais fakes ou les faux fakes, avec les copies de documents, de cachets, de signatures. Mais je vous assure que lorsqu'on va véritablement s'approprier l'intelligence artificielle, comme on a parfois la propension à s'approprier ces révolutions technologiques dans le mauvais sens, ça va être plus grave. Nous sommes à une dimension où on a l'impression qu'à côté de ce défaut de culture politique, on a aussi une fabrication d'une animosité collective.
Je ne sais pas si je me fais comprendre quand je parle d'une animosité collective. C'est comme si on se plaît. On se plaît. Et le plus grave, c'est que on a l'impression que les 3S, la règle des 3S des journalistes, c'est-à-dire scandale, sexe et sang, qui sont souvent... On se plaignait de ce que c'est ce que les journalistes font, mais on a l'impression que ceux qui débattent, hommes politiques, intellectuels, universitaires, et plus grave encore, le peuple se réjouit de ça. C'est-à-dire qu'à côté de l'inculture, du défaut de culture politique, vous avez comme une espèce de consolation derrière ces joutes-là. C'est-à-dire que l'opinion publique... On les décrit, mais on est toujours accroché. L'opinion publique, allez voir les audiences que les émissions les plus indexées comme étant le chapitre de la violence verbale. Allez voir les audiences que ces émissions font. Très souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas d'alternative parce que tout le monde qui ouvre sa chaîne ou qui a même son petit média social veut faire à tout prix la copie de ces émissions qui sont proposées avec les mêmes formulations pour atteindre ces pics d'audience. Et donc, on a l'impression que c'est devenu l'opium du peuple. Le peuple se console. À défaut d'avoir des solutions à ses problèmes, à défaut d'avoir des réponses à ces questions sur les besoins basiques, on attend le dimanche. Et on va se plaire de ce que on a sorti le dossier de Maître Tegueb. Aujourd'hui, il faut entendre... Moi, je les écoute parfois même après les débats. On est fiers quand on était sur un plateau et qu'on dise « Ah, j'ai détruit Maître Tegueb aujourd'hui. Aujourd'hui, là, j'ai réglé le compte de Dipita. » Voilà les propos. Donc, la structure de ces débats en elle-même pose problème. Elle rencontre aussi la soif de consolation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les populations se disent, à défaut de pouvoir obtenir ce qui pourrait satisfaire nos besoins, on se console de ces débats et on attend de voir la sentence du dimanche. C'est-à-dire que le procès des acteurs publics se fait le dimanche chez nous. Peu importe les procureurs, les palais de justice et autres que vous avez, c'est la sentence du dimanche qui compte. Et on reprend son activité le lundi en étant consolé de savoir qu'on a réglé le compte de Maître Tegueb. Voilà donc le problème sur le plan sociologique. Maître Ledio, sur la structuration. Ben voilà, mon cher Dipita, si peut-être vous m'aviez donné la parole avant Patrick Trichon, je crois qu'on serait sur les mêmes diapasons parce que ce qu'il a dit rejoint à 40-50% ce que je vais dire lors de ma deuxième prise de parole. Mais avant de le faire, je voudrais faire quelques observations sur ce qu'il a dit en ce qui concerne sa première prise de parole lorsqu'il disait que quelle formation politique aujourd'hui ne décèle pas en son sein ce genre de militant qui peut venir sur un plateau comme celui-ci tenir des propos discourtois. Une espèce de fusible. Voilà. Alors je vais tout simplement dire en réalité, quel que soit le corps de métier, de secteur d'activité que vous prenez, vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a des gens comme ça. Là. Vous ne pouvez pas réguler une formation politique du sommet jusqu'à la base dans l'optique de ne avoir que des gens qui viennent faire comme aujourd'hui du politiquement correct. Donc, que ce soit les journalistes, ça se recrute aussi parmi les journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui sont également invités sur des plateaux comme vous aujourd'hui. Donc, que ce soit les journalistes, que ce soit les hommes politiques du pouvoir, que ce soit les hommes politiques de l'opposition, que ce soit les experts, que ce soit les membres de la société civile, vous allez vous rendre compte que voilà ceux qui, en général, sont invités pour des sujets d'actualité dont il faut débattre, et qu'on se rend compte qu'il y a des dérapages. Maintenant, mon cher Dipta, je peux vous dire que si ce n'était pas ce thème-là, débat médiatique, violence et tout le reste, je peux vous dire qu'on aurait déjà eu des jougs sur ce plateau. Parce que quoi? Dans le débat conditionné, oui, je vais vous les dire, panélistes de ce soir, je veux dire le thème. Ce soir, tout le monde veut jouer au politiquement correct. Pourquoi? Parce que vous êtes devant le miroir. Oui, aujourd'hui, on est devant le miroir. Il faut qu'on s'interroge, on comprend le pourquoi du comment. Alors, lorsque j'ai fait cette observation,
je reprécise, à l'aube d'une élection ou au lendemain d'une élection dans notre pays, vous allez voir les débats télévisés choc où on met aux prises des gens de tempéraments différents, opposés, pour créer un débat choc. Lorsque vous avez un plateau comme celui-ci, où tout le monde est très poli là, c'est pour rejoindre Patrick Christian, le Camerounais n'en veut pas. Vous allez regarder le baromètre de vos audiences. Non, on veut aller à la chaîne, dans la chaîne où ça, il y a choc. Voilà le problème également. Et il est des journalistes qui organisent des débats voulant que son plateau soit mouvementé. Parce qu'il prend des gens avec des tempéraments forts pour que son émission soit une émission qui est assez suivie. Et le peuple camerounais, et je veux dire le Camerounais, est un, permettez l'expression, le Camerounais est un poltron, est un peureux, et se plaît dans la sauvagerie. Oui, j'ai essayé de faire une petite comparaison entre le Camerounais et le Sénégalais. J'en parlais hier avec un camarade, un ami sénégalais au pays. Le Sénégalais, lui, c'est un rebelle. Le Camerounais, c'est un sauvage. Il aime l'ensauvagement sur les plateaux de télévision, comme on observe là. Ça l'encourage. Il aime ça. On parle de quel Camerounais? Regardez, attendez, je vais vous expliquer. Le Camerounais des batailles des indépendances, le Camerounais des années 90, le Camerounais de février 2008. Le Camerounais d'aujourd'hui, il aime ça. Vous allez voir au Sénégal, le Sénégalais peut te dire où tu es là, tu ne porteras pas le verre rouge à 3 fois, tu vas marcher sur notre corps. Et les gars sont prêts à ce que vous les bâillonnez, ils marchent sur les corps pour vous atteindre et dire vous n'allez pas porter ça la 3e fois. Mais au Cameroun, personne ne peut se sacrifier pour l'honneur de la patrie. Allez lire, si vous partez à YouTube, le mardi de Zender. Allez, le mardi de Nder, autant pour moi. Vous allez voir cette histoire sénégalaise qui montre comment quelqu'un ne peut pas laisser son honneur n'importe comment. Rapidement, la guerre dans la contrée avec un autre village, les hommes qui sont les guerriers sortent pour aller combattre, on arrête le capitaine, le chef, on tue, on arrête tous les hommes, on tue. Les femmes sont restées au village. Alors les vainqueurs partent dans le village pour prendre les femmes, pour en faire, je paraphrase, je ne veux pas rentrer dans, parce qu'on n'a pas assez de temps, pour en faire des esclaves sexuels. Les femmes, pour garder leur honneur, leur disent, vous ne pouvez pas, vous avez tué nos maris, pour faire de nous ce que vous voulez. Elles sont rentrées dans les cases, elles ont mis le feu, elles sont tuées. Bah, allez, ce que je vous dis là, le mardi de Nder, Nder, N-D-E-R, ça se passe au Sénégal. Ici, chez nous, vous ne pouvez pas. Pour dire quoi? Le Camerounais se plaît d'abord lorsque il y a des débats violents sur le plateau. Et il faut qu'on se comprenne bien. Débat violent ne voudrait pas dire, par exemple, que je vais insulter, je vais m'attaquer à la personne de M. Metegem, par exemple. Je m'attaque à ses propos, je vais dire à sa position de façon très véhémente. Ce que moi je dis, et je refuse, ce que, au lieu de m'opposer à la logique ou alors au développement, l'argumentaire d'un panéliste, que je commence à m'attaquer à sa personne pour sortir, comme Christian a dit, ses dossiers. Ça n'avance pas le débat pour lequel nous sommes conviés. Autre chose, les réseaux sociaux qu'on a appelés Facebook et tout le reste, les gens sont très forts derrière les claviers. Je puis vous dire, quelqu'un peut sortir une histoire imaginaire sur vous, question de vous lapider sur la toile. Et toute cette histoire, si vous faites des recherches appropriées, il n'y a aucun fondement, tout simplement parce que Maître Tegem a un bon boubou, il a l'habitude de défendre le RDPC. Qu'est-ce qu'on va faire pour finir avec lui? On peut créer des histoires comme ça. Et il faut voir le rythme des internautes qui réagissent. Et quand vous dites des choses
à tempérer. Non, vous êtes pris comme une autre cible. Mais si vous partez dans le sens du poste qui veut détruire l'homme, l'image de l'homme, ah oui, vous êtes pris comme un allié. Donc, mon cher député, je suis pas... je pense plutôt que la libéralisation de la prise de parole dans les médias et haute télévision a permis que vous puissiez distribuer la parole à différentes formations politiques, à différents experts pour partager peut-être leurs connaissances, mais dites-vous aussi que vous ne pouvez pas contrôler tous les tempéraments des uns des autres. C'est justement où nous autres, au SDF, nous avons une communication citoyenne et responsable. Les communicants du SDF sont connus. Ils font rarement dans les joutes langagières. Cela n'empêche pas, il faut qu'on se comprenne, cela n'empêche pas que je puisse réagir à une insulte ou à un propos diffamatoire par une violence verbale. Je serai là dans ce qu'on peut appeler l'équilibre des forces ou de la terreur, ou alors, permettez-moi, la légitime défense. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau sérieux, avancer des propos discutoires contre ma personne et que je reste comme ça à vous observer. Non, quand le message est passé, c'est passé. Brice disait tout à l'heure, je vais plutôt paraphraser Brice Parrain qui disait que les mots, les paroles sont les pistolets chargés. Effectivement, lorsque la parole est sortie de façon diffamatoire, il faut la corriger du tic au tac. Mais ça ne doit pas amener le communicant à porter atteinte à la personne du contradicteur. Brice parlait de formation. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis même pas certain que c'est un problème de formation. Quand vous voyez les universitaires sur des plateaux de télévision tenir des propos haineux, je dis haineux, contre des propos tribalistes, vous pensez que c'est un problème de formation? Ce n'est pas un problème de formation. C'est juste parce que certains ont des agendas cachés. Je ne pense pas ce que l'on peut apprendre à un universitaire en termes de communication audiovisuelle. Vous ne pouvez pas. Surtout un professeur de haut rang. Vous ne pouvez pas. Il connaît ce qu'il a à dire. Il sait ce qu'il ne faut pas dire. Il sait également comment retenir sa langue. Ce n'est pas un problème de formation en ce qui me concerne. Et vivement que le Conseil national de la communication fasse également son travail. Parce que quand vous nous invitez, nous venons ici, nous tenons des propos haineux, tribalistes, discourtois et tout le reste, nous engageons votre responsabilité. C'est vrai qu'au pénal, la nôtre, mais sur le plan professionnel, votre patron, qui est le CNC, peut vous... Le CNC est régulateur, il n'est pas forcément notre patron. Très bien, le régulateur peut vous interpeller, peut vous suspendre, peut arriver jusqu'au promoteur même de la chaîne. Donc, c'est également l'occasion pour nous de dire, c'est bien beau qu'une émission soit pas trop dans les civilités masquées, mais que les échanges ne portent pas atteinte à la personne, à la dignité du contradicteur. Et là, vous faites l'ouverture qui va faire poursuivre le débat. Le rôle des acteurs, le débat n'est-il pas confisqué déjà, qui c'est peut-être par les partis politiques, et Patrick Christian le relevait. Il y a comme une liste de panélistes déjà connus, conçus, les verbes, les mots, les attitudes, les mimiques sont plus ou moins communes désormais. L'autre acteur, évidemment, les médias, dans la conception des thèmes, la composition des panels, le fait même de mener les débats. Et puis, Maître Ledieu a cité l'un des acteurs intéressants aussi, le régulateur, le Conseil national de la communication. Est-ce que ces acteurs-là, je ne parle pas du public, qui peut être considéré comme un acteur passif dans ce cas, est-ce que les acteurs préalablement cités ne contribuent pas à crisper, à rendre le débat véhément? Brice?
Oui, justement. Et avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord vous dédouaner, vous, le journaliste. Parce qu'en réalité, ce que certains ignorent, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, le journalisme n'a même plus, entre guillemets, le choix du panéliste. Parce que lorsque vous invitez vous invitez plutôt le parti politique. C'est ce parti qui a la charge de vous, de mandater son représentant sur votre plateau. Donc, en ce qui concerne la question du casting, nous ne pouvons pas tirer sur le journaliste totalement. Il est bien vrai qu'il y en a qui espèrent même avoir des personnes aussi véhémentes, aussi virulentes, peut-être à des fins d'abonnés et bien d'autres comme les autres palistes ont tenu à le dire. Mais il faut d'abord dédouaner le journaliste. Il faut d'abord le dédouaner. Maintenant, les acteurs... Même si sur le même plateau, je fais venir Elimi Louaïmessanga Nyamdjing, je sais des exemples comme ça. Oui, oui. Je ne dis pas que c'est... Voilà. Elimi, par exemple, moi sur un plateau, c'est le cas. Je ne dis pas que ce sont les plus véhéments. Voilà. Je ne dis pas que ce sont les contre-exemples. Parce que je serais appelé à réagir à ces propos discours. Donc, c'est comme ça. Donc, en ce qui concerne le casting, nous n'allons pas totalement tirer sur le journaliste. C'est pourquoi nous devons aussi inviter le CNCC à se pencher sur les acteurs, le CNCC, j'étais au CNCC tout à l'heure, à se pencher sur les acteurs, et notamment les acteurs politiques qui tiennent des discours aussi violents, des discours c'est-à-dire de division sur les plateaux. Pas seulement se concentrer à réguler les acteurs de la profession tels que les journalistes, mais non. Et vous avez constaté, il y a cela quelques temps, le MRC a écrit au CNCC concernant certains acteurs, concernant certains médias aussi qui ont diffamé le parti. C'est une réalité. Donc le CNCC doit se pencher aussi sur les acteurs, pas seulement sur les professionnels du métier. Maintenant, Maître Achille Ojo a cité plusieurs acteurs de la chaîne de la communication, qui peuvent aussi être des vecteurs des discours discourtois, des discours de véhéments, des discours aussi de division, de scission et bien d'autres. Oui, leur responsabilité aussi engagée. Ces acteurs-là font partie aussi de la cause. Mais alors, je tiens encore à dire qu'il y a un réel souci de formation. Là, c'est un pan. Pas seulement au niveau des journalistes, mais aussi des hommes de médias. Et parlant de ces intellectuels, et c'est où je tiens à condamner fermement le régime qui nous gouverne aujourd'hui. Parce que croyez-moi, peut-être vous pensez que c'est l'opposition, mais lorsque je vais développer, vous comprendrez que je suis pertinent dans mon argumentaire. Allez-y, je suis tout tué et très impatient. Rassurez-vous, il y a des intellectuels qui ont eu une bonne carrière, entre guillemets, à partir de leur véhémence sur le plateau. D'autres ont été nommés des doyens. D'autres sont devenus des ministres justement parce qu'ils ont tenu des discours aussi violents, des discours aussi discourtois sur des plateaux de télévision. Ils ont été promus. Mais promus par qui? Pas le régime qui nous gouverne. Je ne voudrais pas les citer ici parce que ce n'est pas bien de le faire. Mais rassurez-vous, ceux qui nous gouvernent ont une lourde responsabilité en ce sens qu'ils promeuvent les intellectuels qui viennent nous s'aimer tout un désordre. Et, croyez-moi, ceux-là sont régulièrement écoutés par ceux qui nous regardent. Parce que justement, on va vous présenter un docteur. On va vous présenter un professeur agrégé sur le plateau. Ceux qui sont à la maison n'ont pas la même perception, puisque nombreux ne sont pas formés, n'ont pas la même perception du message que ce que ces intellectuels-là adressent, comparé à nous autres, qui avons une petite formation. Et du coup, sa parole devient l'évangile. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je dis. Et du coup, sa parole devient l'évangile. Et ceux-là consomment, ceux qui ne sont pas formés, ou alors avec une mentalité faible, consomment cela comme étant une panacée à tous leurs maux. Pour revenir un peu à Patrick Cristiano, qui disait tantôt que, à défaut d'avoir une solution pour leurs problèmes, ils se concentrent des coups en dessous de la ceinture qui ont été donnés à un tel le dimanche. Et régulièrement, ça a été le travail de certains intellectuels. Il faut aussi noter qu'il y en a qui éclairent l'opinion publique sans être véhéments, étant courtois, et avec aussi des arguments tellement pédagogiques que certains, que nous autres, nous copions régulièrement. Mais
je dis encore, il y a un acteur important, le gouvernement, le régime qui nous dirige. Lorsqu'ils parviennent à nommer des personnes à des postes de responsabilité aussi importants en récompense au sale boulot, et je le dis ouvertement, au sale boulot qu'ils ont eu à mener sur les médias, là, ce n'est plus une question de... C'est lui qui vous envoie sur les plateaux avec le verbe un peu plus haut que... Vous savez... Avec le ton plus haut que le verbe? Non, vous devez comprendre une chose. Lorsqu'on voudrait faire passer un message, et surtout ce qui est vrai, il faut utiliser le ton qui sied. Vous comprenez très bien. Donc c'est pour dire en un mot comme Amil que ces intellectuels ont participé à la destruction du débat politique au Cameroun. Et le dire, permettez-moi, je souhaite vraiment sans toutefois stigmatiser ou alors aller dans la dérive. C'est un intellectuel, lorsqu'on parle des années 90, puisque nous qui entrons en politique, après avoir lu les ouvrages, après avoir consulté les anciens, ils vous disent que c'est un intellectuel qui a créé le concept anglo-bami. Ils vous disent qu'en 2018, c'est un intellectuel qui a créé le concept de tontinard. Est-ce qu'il s'agit d'une personne lambda? Est-ce qu'il s'agit d'un citoyen qui se balade en Dokoti ou à l'eau machin fondi? Non, c'est un intellectuel. Il vous le dit, c'est un intellectuel qui a créé ces deux concepts. Et vous avez vu le dégât que ces deux concepts ont causé dans l'espace politique, tant sur le plan national qu'à l'international. Parce qu'à l'international, il y a eu réaction. Donc, et par contre, qu'est-ce qu'on observe dans la suite? Qu'ils ont des promotions. C'est malheureux. Donc l'acteur essentiel ici, c'est le gouvernement. Vous savez, quand j'écoute le digne représentant du MRC rendre responsables ceux qui ne le sont pas, je suis surpris. Parce que vous dites une chose très intéressante sur la formation, mais en même temps, vous êtes en train de vous dédier. Lorsque j'ai pris l'exemple du président du PCRN, c'était dimanche, il y a 9 jours, à 9h du matin. Lorsqu'à 9h du matin, vous vous exprimez, il y a des parents qui sont avec leurs enfants et écoutent. Et l'enfant qui écoute, qui a 15 ans, dans 15 ans, il en aura 30. Qu'est-ce qu'il retient? Il retient le mot mangeoire. Alors qu'il s'agit de construire un pays, et vous avez été consulté pour participer à l'œuvre de construction, il vaut mieux dire, j'ai décliné, parce que je pensais que je n'étais pas en capacité de faire ce qui serait attendu de moi. Moi, je trouve qu'il y a des termes dans un débat, parce que la formation, justement, la pédagogie aussi, c'est lorsque nous nous exprimons comme nous le faisons tout le temps. À 7 heures avancée de la nuit, il y a des choses qu'on peut dire. Mais à 9 heures du matin, il y a des gens qui, quand ils suivent des émissions, appellent leurs enfants. Moi, je ne sais pas comment vous avez grandi, mais moi, pour être honnête, j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire qu'on m'appelle, on me dit, viens, il y a question à domicile, viens suivre, on met le magnétoscope, on me fait suivre. Moi, j'ai grandi comme ça. Donc, quand je m'exprime, tout ça me revient, comme on dit souvent, il y a un terme pour dire que tout revient les réminiscences. En faisant attention à ce que l'on dit. Et il y a, lorsque vous allez vouloir que le CNC intervienne, alors que fera la justice? Le CNC est un domaine précis. Vous ne pouvez pas demander au CNC d'intervenir et puis vous poursuivez en disant que des gens qui ont tenu des discours haineux ont été nommés. On ne nomme pas pour les discours que vous tenez. On nomme parce que vous avez un secteur, enfin, il y a certains éléments qui conviennent à celui qui a le pouvoir discrétionnaire de faire ses choix, puisque c'est des postes politiques, c'est à sa discrétion. Il nomme qui il veut, puisque à terme, il doit rendre compte aux citoyens en leur expliquant que j'ai nommé tel pour X ou Y raison. Donc moi je pense que les acteurs doivent, je l'ai dit en commençant, agir avec beaucoup de responsabilités. Et puis vous avez dit que le plateau, tout le monde est très courtois aujourd'hui. C'est que justement, vous avez choisi quelques personnes, parmi lesquelles il y en a qui sont courtois, mais il y a un qui a quand même le courage, qui vous a dit tout de suite que s'il est ici avec certaines personnes, il va choquer. Donc il fallait faire venir, si vous vouliez, dans un plateau. Et ça devait être l'occasion, quand il choque, de leur dire que regardez la thématique.
Ou regardez le thème du jour. Donc, vous pouvez nous dresser une liste. Non, c'est vous qui avez donné la liste. Moi, je ne connais personne. C'est vous qui avez donné la liste. Et votre patate chaude. Et le responsable du SDF a renchéri en disant que tel et moi ici, non, ça peut pas, on va se gâter. Donc, ça dépend, quand vous dites les acteurs, ça dépend du comportement de chacun, ça dépend de l'attitude de chacun, ça dépend de ce que chacun veut véhiculer comme message. Les partis politiques, les journalistes, les représentants des partis politiques, les intellectuels, la société civile. Parce que parfois, et ça je le regrette, parfois certains viennent sur le plateau avec des idées de faire passer un message, soit sur ce qu'ils ont vécu à titre personnel, soit sur une situation qu'on souhaite présenter à sa guise. Tout cela contribue à déconstruire le débat public, tout cela contribue à rendre le débat public très haché, très difficile, très mal perçu, incompréhensible. Pour moi, en tout cas, humblement, le RDPC que je représente sur ce plateau est un parti ouvert, un parti d'ouverture. C'est pendant que le RDPC est en situation de responsabilité que la loi de 90 est prise sur la liberté de la communication sociale. Ça veut dire que le président national du RDPC... Avec possibilité de fermer Equinox. Le président... Non, ça je ne sais pas. Le président du RDPC a indiqué « débattons, ne luttons pas ». Ça veut dire qu'il participe à sa manière au débat public. Et je suis fier d'appartenir à ce parti politique qui a reçu le mandat et rend compte de son mandat. Vous dites Kangate, vous dites Covid-Gate, vous dites autoroute. Le RDPC n'a rien caché. On a tenu la Chambre des comptes avec un rapport, on a informé les Camerounais vers le rapport. Donc, tout ce que le RDPC fait, le RDPC ne se cache pas. Le RDPC rend compte du mandat qu'il a reçu, et c'est là l'obligation principale du mandat, c'est de rendre compte au mandataire, et on s'efforce de le faire. Il y a par contre un acteur, l'antique, qui souvent n'intervient pas beaucoup, et je souhaite que son rôle soit de plus en plus soutenu sur les plateaux. Dipita. Parce qu'il y a quand même la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Je vais peut-être faire une digression ou alors une virgule sur ce qui se passe ces jours. S'il y avait une ordonnance, un fake, un retour, un communiqué, une correspondance, tout ça, c'est l'antique qui doit réguler. C'est l'antique qui doit réguler. Il n'est pas normal qu'un document circule. Dans le document, il y a des incongruités. Lorsque vous prenez la loi, vous prenez le document, vous dites que ce document est effectivement un fake. Je vais dire, et je passe le contrôle d'un avocat. Un juge d'instruction peut prendre un mandat, il peut prendre une décision de main levée du mandat de détention provisoire. C'est un article qui le dit. Un autre article dit, il peut décider de votre mise en liberté sous caution. C'est deux textes du Code de procédure pénale. Lorsque vous prenez l'ordonnance, l'ordonnance est motivée comme une ordonnance de clôture d'information judiciaire, puisqu'il parle des charges. Cependant, il dit que pour libérer, c'est l'article 222 qui parle 224 et 222 qui parle de la liberté sous caution. Mais dans la fin du document, on dit qu'on a mis en liberté et on ne donne pas le nom de la caution. Si c'était une mise en liberté d'office, ce serait notre texte qui aurait motivé. Mais dans le contenu, on met le texte sur la mise en liberté sous caution. Vous comprenez tout de suite que ce document est un faux. Il appartient à l'antique. Il appartient à l'antique. Il appartient à l'antique. De nous clarifier. Le climat a été imparfait. Excusez-moi. Quelque chose qu'on fabrique. Je vais refermer la parenthèse en disant il appartient à l'acteur, parce qu'il appelle l'acteur. Je vais parler de l'antique. Il faudrait mieux mettre peut-être fermer cette parenthèse. Je préfère que l'antique. Elle peut faire l'objet de beaucoup de développements. Je préfère que l'antique. Ou même les spécialistes. Je préfère. Vous vous entendez pas. Non, il y a un acteur qui est quand même important, l'antique. Sur les réseaux sociaux, parce que l'antique, justement, la loi sur la cybersécurité et cybercriminalité, c'est le rôle de l'antique. C'est un acteur qu'on ne cite pas beaucoup. Vous avez cité le CNC, vous n'avez pas cité l'antique. Donc je souhaite que l'antique également soit remis au cœur. Si je donne la parole à Maître Tchonga maintenant, il dira peut-être le... Il va peut-être...
Réfèrement, Il va parler d'un juge qui s'est réfracté. Réfèrement, c'est un avocat constitué dans la stratégie de défendre son client. Oui, c'est sa stratégie. Il va donner un argument qui vous qualifie. C'est sa stratégie. Je ne commente pas sa stratégie. Certains disent qu'il y a des avocats constitués officiellement et d'autres qu'il ne fallait pas ouvrir. Non, c'était pour mettre au cœur du débat. Parce qu'on parle du CNC, on oublie qu'il y a un acteur. Parce que lorsqu'on parle des médias, il y a également les médias sociaux. Et là-bas, c'est l'antique qui joue un rôle. Georges, tu penses qu'une affaire comme celle-là permet... 30 minutes, 30 secondes, je voulais dire. Tu penses qu'une affaire comme celle-là, suivie par la plus haute autorité de la République, puisque la commission d'enquête a été prescrite par cette autorité, tu penses, mon cher estimé confrère, qu'une affaire comme celle-là, c'est l'antique qui ne pourrait pas être mise à contribution jusqu'à ce jour que vous et moi nous parlons, que rien n'est dit sur ce document? Moi, je veux pas. Débat médiatique. Non. Il faut laisser le débat là. Non. L'antique. Non. Lorsqu'on convoque les acteurs, il faut convoquer tous les acteurs, y compris l'antique, qui a aussi un rôle à jouer. Depuis, on en parle, mais on ne parle pas l'antique. Mais dans cette logique, on a même mieux. On a une loi antiterroriste et une loi contre la cybercriminalité. C'est ça, la cybersécurité. Mais cette loi-là... L'antique n'est qu'un instrument même, au-delà de l'antique. C'est un acteur. Voilà. C'est un acteur, parce qu'il faut citer cet acteur. Dans ça, l'antique serait mis à contribution depuis, c'est ce que je veux démontrer là. Vous ne pouvez pas savoir si l'antique n'est pas mis en contribution pour l'instant. Vous ne pouvez pas savoir si l'antique n'est pas mis en contribution. De gros poissons là. Vous ne pouvez pas savoir si l'antique n'est pas mis. Vous répondez à votre question, mais s'il ne peut pas savoir, ça veut dire que peut-être que l'antique... Même moi, je ne le sais pas. Mais je voulais mettre au cœur du débat, parmi les acteurs, le rôle que l'antique peut jouer dans le cadre d'un dossier comme celui-là. Dans le cas où on lui donne la possibilité... Non, il a des missions, comme le CNC. Oui, mais justement, on vous dit ici que... Il a des missions comme le CNC. Mais dans le cas d'espèce, on vous dit que cette mission ne peut pas lui être assignée. Non. Parce que non, excusez-moi. Vous voyez, vous appréciez. La loi lui a... C'est un peu comme le CNC. Si ici, ce soir, il y a un propos, si vous voulez, un peu déplacé, le CNC va saisir Dipita. L'antique également. Puisque c'est écrit dans la loi que voilà, c'est votre rôle. Ce n'est pas le même. C'est-à-dire la comparaison n'est pas... C'est pas idoine, c'est pas approprié. Pourquoi? Si un propos tenu qui n'est pas dans le sillage voulu, mais on va interpeller le journaliste, d'où le rôle du CNC. Maintenant, je vous fais comprendre que ça, c'est une affaire qui est suivie par les plus hautes autorités de l'État. Donc, si ces autorités-là voulaient clarifier le document dont tu fais référence, on l'aurait fait depuis. C'est pas une affaire de 24 heures. C'est ce que je veux démontrer. Non, tu fais comme si, excuse-moi confrère, tu fais comme si l'intervention de l'antique est subordonnée à une autorité. Non. C'est justement ça. C'est son rôle d'office, comme le CNC. Ça, c'est le principe. Or, actuellement, c'est une affaire. Je dis bien l'affaire dont vous avez fait référence. C'est une affaire politisée. Non. Bon, vous politisez l'affaire qui n'en est pas une. Sur les acteurs. Bon, Mais personne ne parle même du rôle des médias, des partis politiques. Hein. On a fait une ouverture sur la confiscation du débat. Mais bref, je vous laisse poursuivre dans la réponse. Bon, dans tous les cas, moi je crois que ceux qui font vraiment le débat, il y a les acteurs politiques que nous sommes, il y a les journalistes que vous êtes, il y en a que Maître Tegem vient de citer. Mais je vous ai dit, ce qui essaye de biaiser tout ce qu'on a entendu, c'est l'intérêt, l'objectif recherché. Lors des débats politiques, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que le parti politique recherche? Qu'est-ce que le mandataire recherche? Qu'est-ce que ceux qui détiennent le pouvoir recherchent? Et c'est cet objectif-là, généralement, qui pose problème. Parce qu'en réalité, ce n'est pas comme si on était dans une équipe où on allait jouer contre notre équipe. Ça veut dire que nous sommes des coéquipiers, où on va s'envoyer des passes pour un objectif commun. Non. La construction du pays veut dire ici quoi? C'est-à-dire que nous sommes des coéquipiers, des adversaires d'une même équipe. L'équipe, c'est le Cameroun, mais nous sommes des adversaires. Chacun avec son chemin de jeu. Justement. Parce que là, et c'est ça qui pose problème. Parce que tout ce que M. Tegem est en train de dire, vous allez comprendre clairement qu'il est en train de jouer le jeu du RDPC.
C'est-à-dire qu'il va même jusqu'à dire des choses qui sont impensables. C'est-à-dire que vouloir nous faire croire qu'il y a une certaine institution qui peut intervenir dans un dossier que l'on sait tous qui n'est pas à son niveau, parce que le directeur de l'Antique a été nommé, il a été nommé par qui? Par celui qui a instruit normalement l'enquête dont nous parlons aujourd'hui. Et comme nous voyons tous ces blocages-là. Non, mais Maître Tegem, c'est le fait. Moi, je ne suis pas là. Vous savez, au Cameroun, on parle trop de théorie. Le Cameroun est un pays de droit. Le Cameroun est un pays de le Cameroun est un pays. Mais lorsqu'on va au fond, lorsqu'on va sur les faits, par moment, on se pose bien des questions de savoir si c'est le cas. Donc, moi, je ne suis pas là pour la théorie. Moi, je suis là sur la pratique. La réalité ici est que ce document, on ne nous a jamais dit, il n'y a pas eu de démenti venant de ceux qui sont intervenus qui sortant de ce document. Donc, ce que moi, je voulais dire, c'est l'intérêt. Moi, je voulais parler de l'intérêt. C'est-à-dire que ce qui pose le problème de débat au Cameroun, c'est le problème d'intérêt. Parce que quand moi je viens parler du PCRN, parce que je constate... Avec vos arguments. Avec mes arguments. C'est-à-dire que nos arguments, c'est-à-dire que mes propres arguments en tant que citoyen camerounais m'ont vécu. Et puis... Mais est-ce que justement le risque est l'un des éléments qui conduisent à la dérive n'est pas que vous venez avec vos arguments, vos convictions, et vous repartez avec vos arguments et vos convictions sans forcément voir si votre vis-à-vis peut vous faire fléchir, vous faire mieux apprécier peut-être la thématique? Mais justement, c'est même ça tout le problème. Parce que la réalité, c'est que lorsque je suis ici, je ne suis pas là pour mettre Tegem, en réalité. C'est-à-dire que je suis là pour les téléspectateurs qui nous suivent. Très bien. Parce que c'est ça, mon objectif. Mettre Tegem, moi, je connais sa position. Et je sais, et il joue bien son rôle. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va se passer, même si on nous dit qu'on n'est pas capable de rentrer tout de suite à Niala, par la route est coupée, Maître Tegem nous dira qu'on peut même passer par l'ouest et arriver à Niala. C'est-à-dire que lui, il est au pouvoir. C'est-à-dire que ce qui est important pour lui, c'est d'y rester. Et pourtant, les populations qui sont là savent qu'on n'a pas de route. Voilà pourquoi moi je viens m'adresser aux populations. Je ne m'adresse pas à Maître Tegem. Mais ce que moi je viens déconstruire ici, ce sont ses arguments. C'est son argumentaire qui voudrait faire croire aux gens qui peuvent encore apporter quelque chose au Cameroun ou aux Camerounais. C'est ça, c'est-à-dire que ça c'est mon objectif ici. Voilà pourquoi on ne peut pas s'entendre sur ce plateau. Et maintenant, c'est ça qui pousse donc certains, au lieu de rester dans les arguments, essayer d'être discutoires, sauvage même à la limite, pour se faire entendre de gré ou de force. Oh, c'est pas ça. La réalité, c'est que quand nous sommes là, Maître Tegem va exposer, je vais exposer, ou je vais déconstruire son argumentaire, qui voudrait faire croire aux Camerounais qu'après ce qu'ils sont en train de faire, on ne peut pas faire mieux. Non. Quand moi je suis là, je fais comprendre aux Camerounais que non. Nous sommes à 40 ans du RDPC. Et après ça, ils n'ont plus rien à nous apporter. Et maintenant, voilà Cabral, lui, qui arrive, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que Cabral est capable de faire. Encore que vous avez vu ce qu'il est en train de dire, vous l'avez suivi parler tout à l'heure. Il vous dit qu'à 9h, Cabral a parlé de Manjoa. C'est tellement grave que nous n'avons pas de route du côté de Niala. Parce qu'à 9h, on est avec les enfants. Ça veut dire que l'enfant ne retiendra pas qu'il n'a pas pu aller à l'école parce qu'il n'avait pas de route, parce que le bus qui est venu le chercher est tombé en panne, parce qu'il y a les nids. Vous voyez un peu? C'est des choses aussi légères. Pour lui, il pense que c'est tellement grave que ce que nous vivons. Avec ça, on ne peut ne pas être divergent. Et quand on est divergent, ça dépend du ton que tel ou tel va utiliser sur le plateau. Sans oublier qu'il y en a qui viennent, comme on l'a dit tout de suite, avec des agendas cachés. Ça veut dire qu'ils viennent carrément même pour m'empêcher de parler, ou empêcher à Brice de dire ce qu'il a à dire. Donc moi je pense que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de dire, tout ce que moi je pourrais demander à ceux qui viennent là, s'il y a un conseil à donner, c'est de rester courtois, quel que soit ce que l'on a à dire, de ne pas aller à la dérive. Mais la réalité, c'est qu'on ne va jamais converger dans le même sens, puisque d'office, moi je suis opposé à Maître Tegem dans la gestion du pays, dans la manière de vouloir convaincre les populations, dans la manière de vouloir continuer à conduire le pays. Donc, tout compte fait, nous n'allons jamais aller dans le même sens, mais nous demandons de grâce aux uns et aux autres de rester courtois, tout simplement. Alors, comment, tout au moins sur les médias traditionnels, comment réduire à défaut j'aime pas beaucoup le terme éradiquer, mais à défaut de ne plus vivre ces temps médiatiques souvent désagréables pour ceux qui nous regardent. Comment limiter
affrontements verbaux violents, cette violence sur les plateaux radio, télé, autres. Brice. Il y a plusieurs méthodes, mais celle qui peut... Nous n'avons pas pris la parole sur le thème. Oh, pardon. Pardon. Christian, moi je pense c'est ça. Non, j'ai l'impression que vous en avez parlé. Oh là là. Non. Oh, pardon. Alors on revient sur la question précédente avec Maître Lodieu, pardon vraiment. C'était justement sur Les acteurs. Les acteurs. Oui, ben voilà. Tout à l'heure, Maître Georges Steghem disait pourquoi convoquer le CNC. Moi je dis le CNC vient pour le journaliste et le média. Et maintenant, l'antique, je vous donne raison, l'antique peut être également requise pour établir l'imputabilité d'un fait qui s'est passé à travers WhatsApp et tout le reste. On va dire c'est toi et il dresse son PV. À partir de là, à partir de ce PV, vous pouvez poursuivre qui l'a fait, le responsable, pour une infraction de droit commun comme la diffamation. Mais maintenant, le CNC reste dans le champ purement des sanctions disciplinaires ou alors professionnelles, disons-le comme ça. Technique. Pardon? Sanctions techniques. Voilà. Donc, maintenant, quand je viens sur un plateau comme celui-ci, ça c'est pour rejoindre mon frère de gauche du PCRN, je viens justement pas pour le PCRN, je viens pas pour le MRC, je viens pas pour Georges Steghem du RDPC, je viens passer le message de mon parti. Sauf que il faut qu'on fasse avancer le débat public au Cameroun. Lorsque je dis, et je suis un monsieur tellement honnête que j'aime pas cacher mes sentiments. Lorsque je dis s'il y avait telle personne sur ce plateau, on aurait clashé. Je ne cache pas mes sentiments. Pourquoi? Parce que je serais dans la légitime défense, dans la réaction. Il est des panélistes qui ne peuvent pas finir une émission sans vous jeter des pics. Et vous êtes parfois obligé de réagir à la hauteur de l'offense, parce que votre honneur en dépend. Je dis, et c'est ma position, qui n'engage que moi, si je suis opposé à l'argumentaire de Georges, je ne dois pas apporter des pics du genre qui doivent ternir son image. Je ne dois pas porter atteinte à son honorabilité. J'attaque, je déconstruis son argumentaire sur la base des miens et me scrutant sur la position de mon parti, puisque je suis ici comme plénipotentiaire d'une formation politique, le SDF. Je ne suis pas venu absolument retourner ce qui est dans la tête du panéliste lambda. Mais, à force d'argumenter, je peux avoir des sympathisants, téléspectateurs qui demain diront: mais Lodieu, tu nous as convaincus sur une ou deux choses. Je crois que le programme politique de ton parti, tel que balancé l'autre jour chez Dipita à STV, ça nous a émerveillés. Nous pensons que dans les tout prochains jours, on pourrait prendre la carte du parti. Voilà déjà un sympathisant que j'ai glané, que j'ai pu avoir à force, je vais dire pas la force de mon argumentaire, sans toucher la personne ou l'honneur de mon copanéliste. Maintenant, quand je dis ceci, vous allez vous rendre compte également que, je vais dire, dans l'optique de frapper dans l'œil des responsables de la communication, certains responsables, je veux dire certains panélistes des formations politiques, parce qu'ils voudraient que ce soit peut-être eux qu'on envoie dans l'optique peut-être de caporaliser la communication de leur formation, et ils doivent tenir des propos très durs, ils se mettent en spectacle, et c'est déshonorant. Autre chose, je vais sortir par là, dire que quelqu'un a été promu parce qu'il a tenu des propos haineux, tribalistes, je pense pas que ce soit possible. Quelqu'un peut être promu parce qu'il soutient le régime RDPC. Oui, mais pas parce qu'il a distillé des propos
du genre, telle tribu est comme ça, telle tribu est comme ça. Et puis nous savons que le RDPC, c'est ce régime au pouvoir au Cameroun qui a en son sein des intellectuels de haut vol qui sont là pour fabriquer leur idéologie. Et leur idéologie également, c'est sur, je veux dire, l'un des principes de base de l'idéologie de ce parti, c'est la division, tout simplement. Parce qu'ils savent que si les Camerounais sont unis, s'ils essayent même de faire bloc, non, ça va sentir très mal. Lorsque les partis politiques de l'opposition, les leaders politiques de l'opposition essayent tant bien que mal de se réunir pour faire bloc, pour fédérer les énergies, ils envoient le sous-préfet. Ils envoient toujours, ils vont tout faire. Ils ont des idéologues, des intellectuels de haut rang qui doivent toujours distiller au sein de cette fédération qui voudrait se former entre les leaders partis de l'opposition. Ils doivent toujours distiller des petits venins de séparation. Et quelque part aussi, il faut comprendre que le pouvoir, on le conquiert pour le conserver. C'est à ces leaders partis politiques de l'opposition d'être vigilants, de comprendre que le langage de la division du parti au pouvoir n'arrange pas les choses. Sur les acteurs, Patrick, donc. Alors, je voudrais situer les responsabilités des acteurs à plusieurs niveaux. J'aurais pu parler de l'État, mais l'État n'est pas conçu pour que des violences, en dehors de la violence légale, qui est prévue pour un certain nombre de circonstances, je parlerai plutôt du gouvernement, qui doit manifester les ambitions de l'État. Donc, le gouvernement en premier, avec toutes ces institutions connexes. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent dans l'espace médiatique, et on parlait même tout à l'heure des nouveaux supports de communication, donc l'espace digital, qui peut effectivement faire l'objet d'un intérêt et d'une absence de tolérance administrative. Je préfère parler d'absence de tolérance administrative, parce que cela se passe au nez et à la barbe, au vu et au su de tous, pas parce que nous n'avons pas des instruments de régulation, pas parce que nous avons un vide judiciaire qui était peut-être présent à un certain moment, mais qui a été comblé, et peut-être que nous avons même des meilleurs textes en la matière, mais parce qu'on laisse faire. Et quand on laisse faire, la gangrène prend de l'ampleur. Et à un moment donné, la gangrène va au-delà de la potion qui aurait pu... Tout le monde se dit, puisqu'on ne sanctionne pas, voilà. Autant y aller tous ensemble. Donc, la première responsabilité, et celle que je veux centrale, c'est celle du gouvernement. Pardon. Et lorsqu'on a fini de parler de la responsabilité du gouvernement, on va voir les acteurs qui dépendent de la fermeté que le gouvernement aurait pu avoir sur un certain nombre d'actions. On parlait tout à l'heure des acteurs politiques, puisqu'ils sont appelés à donner des orientations de la gestion de nos cités. Oui, j'ai évoqué tantôt la question de la culture politique. Peut-être pour ceux qui doivent écouter le message des acteurs politiques, mais ces acteurs politiques qui sont appelés à former, à distiller, qui sont aujourd'hui des champions du véhicule, ou tout au moins de l'instauration de cette atmosphère-là de violence. Au départ, on avait beaucoup d'émissions. Vous allez voir la genèse même de ces programmes de débat du dimanche. Au départ, ce n'étaient pas des acteurs politiques. Dans les prémices de ces débats, c'était des journalistes. On refaisait l'actualité. Oui. On la scannait à travers les spécialités de ces journalistes et autres. On peut bien se poser la question de savoir comment est-ce que les acteurs politiques se sont invités au point de devenir les acteurs principaux de ces débats-là. Je viendrai à la responsabilité des journalistes et des médias après. Mais on va se rendre compte que ces hommes politiques, parce qu'ils détiennent aussi le pouvoir à un quelconque niveau, ont forcé la main, ont imposé, ont laissé, je veux dire, le vide ou la tolérance orientée, voulue ou pas, du gouvernement sur certains chapitres, s'exprimer à travers l'action des hommes politiques. Lesquels hommes politiques ont davantage, dans la structuration d'un certain nombre d'idéologies, permis de voir naître des tentacules qui finalement ont étouffé le rôle positif qu'on aurait imaginé. Et le dire ne voudrait pas dire que tous les acteurs politiques
ont une croix rouge à mettre sur leur visage. Mais comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir très peu de tonneaux vides, mais qui malheureusement font plus de bruit que la grande masse. Et nous sommes dans cette configuration aujourd'hui. Parce que dans toutes les formations politiques, vous allez recenser des intelligences, des stratèges. Mais d'où vient-il que on en arrive aujourd'hui, quand je regarde même la constitution d'un certain nombre de listes de communicants qu'on envoie souvent dans les plateaux, mais vous vous demandez, avec toutes ces intelligences-là, sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Cette communication politique qui est maîtrisée par tous ces stratèges et autres que nous avons dans les... Vous voyez des listes qu'on a distillées dans les médias, sans même se soucier de ce que le profil d'un communicant qu'on a envoyé va automatiquement correspondre avec la thématique que Dipita aura sur son plateau. On vous envoie peut-être depuis jeudi ou depuis lundi ou 2 semaines à l'avance un communicant sans même savoir la thématique que vous allez développer dans 2 semaines. Comment est-ce que cela se fait? Et cela se fait dans toutes les formations politiques. Toutes les formations politiques le voient. On voit, à un moment donné, on a même envie de se révolter. Et cela peut vous faire passer pour un ennemi de cette formation politique parce que vous dites non, vous n'allez pas accepter tel invité qu'on vous a envoyé simplement parce qu'il faut remplir le format de la programmation de ces formations politiques. Et je vous assure que toutes ces formations politiques, en tout cas celles qui ont une certaine organisation, elles sont dans cette dynamique. Après, moi je voudrais revenir sur le rôle des médias et des journalistes. Ils sont des acteurs. Pourquoi je sépare les médias et les journalistes? Parce que le média est supposé être soit une entreprise de presse, soit un organe comme nous en avons la majorité chez nous. Malheureusement, beaucoup de nos médias sont des organes de presse plus que des entreprises. Donc, avec des déficits structurels qui n'en font pas des entreprises et qui malheureusement mettent ces médias-là à la merci d'un certain nombre de choses qui conditionnent même la structure, la création des programmes, leurs objectifs, avant de les confier ou de les voir être créés même par des journalistes. Regardez les grilles des programmes. Vous avez l'impression qu'on a pris un média, on a fait une petite copie, soit en grandeur nature, soit en plus petite dimension, dans une ville ou dans une autre. C'est la copie conforme. Lorsque vous commencez à scruter les programmes de nos médias, le dimanche, à partir de 10h, vous avez l'impression qu'on a juste décalé de 30-20 minutes et que c'est la même chose avec les mêmes acteurs qui se changent les protagonistes d'un média à un autre. Ça veut dire que même la créativité, la structuration de nos médias fait problème. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir ce type de programme qui nous ramène des profils qui parfois ne sont même pas concernés par les thématiques, mais qui doivent à tout prix faire passer, nous l'avons dit ici, chacun des hommes politiques l'a dit ici, nous sommes là pour passer un message, parfois même un message qui n'a rien à voir avec la thématique que vous évoquez. Et dans ces joutes-là, le côté humain, parfois non maîtrisé de certains protagonistes s'exprime. On a vu des bagarres sur des plateaux. On ne va pas dire que c'est chez nous seulement que ça existe, mais ça se manifeste. Les journalistes aussi, malheureusement, dans un certain nombre de situations, ne sont pas souvent assez rigoureux dans les profils qu'ils choisissent. On peut faire ce petit procès, mais on va aussi dire que quand on regarde la classe intellectuelle, en dehors des hommes politiques, parfois ceux qui ont le profil de pouvoir répondre à un certain nombre de sollicitations fuient les médias, certains universitaires, parce que la carrière a pris le dessus sur la capacité à venir sur un plateau, dire ce qui peut être objectif et qui peut avoir un sens par rapport au sujet qu'on évoque. Et donc vous allez avoir un noyau très restreint de potentiels invités que vous pouvez solliciter et qui acceptent de venir sur vos plateaux. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils ont constaté que le débat est vicié, ou simplement ils le font parce qu'ils préservent pour quelques-uns l'espoir d'une carrière qui ne sera pas entachée d'un certain nombre de déclarations qu'on a faites et qui auraient mis à mal tel ou tel autre acteur qui a la décision sur notre carrière. Donc, on a les médias dans la faiblesse structurelle, on a aussi les journalistes dans leur, parfois, légèreté, ce n'est pas tous qui le font, dans la structuration des profils. Et après, on a même les potentiels invités. Vous voyez, quand j'ai fini de mettre tout ça dans une assiette, je voulais aussi parler du rôle de la société, c'est-à-dire que ceux vers qui ces programmes sont destinés, les consommateurs, qu'ils soient téléspectateurs, qu'ils soient, friands de nos médias sociaux. Mais tout à l'heure, on parlait de l'opium du peuple. Ben, je voulais dire à Ahmed tout à l'heure que, écoutez, ceux qui écoutent, ceux qui lisent, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, mais
si vous ne leur servez pas ça, vous n'avez aucune audience. Et donc, on a même besoin, à la limite, d'une transformation de la mentalité de notre société. On a l'impression que nous sommes tous programmés pour la violence. Parce que si vous... Et c'est comme une chaîne. Vous ne pouvez pas donner la responsabilité exclusive de ce qui nous arrive là à un maillon de la chaîne sans que l'autre n'ait sa responsabilité. Regardez aujourd'hui comment les gens attendent les débats le dimanche. Il vous suffit d'avoir publié sur votre page, comme Dipita l'a fait, une affiche qui annonce une thématique avec 2 ou 3 figures. Que le commentaire avant même l'émission, en termes de réaction sur votre page, vous donne déjà l'indication de ce que sera votre programme. Et mieux, ça conditionne les concernés. Mais je l'ai dit d'entrée. Ils savent que quand ils viendront dimanche... Lorsque j'ai parlé de l'opium du peuple... J'ajoute du vin. Ça conditionne les concernés. Ils savent que quand ils viendront dimanche, ils doivent être à la hauteur des commentaires et des attentes qu'on attend. Donc, nous avons une soif de sang, le sang de l'autre, les victimes. Et donc, l'ensauvagement de cet espace-là est un problème de société. Ça va largement au-delà des débats. Parce que vous pouvez fermer vos chaînes de télé aujourd'hui, nos radios, on peut fermer. Et encore que la thématique de Dipita ce soir ne parle pas de la violence qui prend le dessus sur les arguments dans les médias, mais dans notre espace public. Nous n'avons plus de tolérance dans nos comportements. Et les médias ne sont que la manifestation de la violence dans laquelle nous nous sommes installés. Et donc, on a besoin d'un changement de paradigme. Parce qu'on peut en parler pour les médias, comme on peut en parler dans tous les domaines. Allez dans certains hôpitaux et voyez comment on vous reçoit alors que vous êtes souffrant. Mais cette violence-là, elle est plus dangereuse même que celle qu'on vit dans les médias. Allez dans un service public, dans quelques-uns, et vous allez voir comment est-ce que celui qui vous regarde en face ne s'imagine même pas que lui peut avoir besoin d'un service comme vous dans un autre édifice. Mais cette violence nous gangrène la mentalité publique au point où les médias, de mon point de vue, ne sont que la manifestation de la violence collective dans laquelle nous sommes installés. Donc, il y a un problème profond et les acteurs que nous sommes tous sont concernés. D'accord. En un mot, vraiment, on va ressortir d'un pouvoir. J'ai failli dire si chacun pouvait prendre l'engagement au nom de son parti. Ce serait un lourd engagement ce soir. Si chacun peut prendre l'engagement au nom de son parti, de ramener un peu de sérénité, un peu plus de sérénité sur les plateaux. Mais en réalité, que doit-on faire pour que ce qu'on observe et ce qu'on a décrié là pendant près de 2 heures, pour ramener la température à son degré normal? Maître Lecho, je commence avec vous. Oui, mais l'engagement, vous savez, je suis droit, je suis juste. L'engagement, je pense que je peux le prendre. Mon parti ne m'a pas envoyé ici prendre des engagements. Et je le craignais. C'est d'un d'abord. Et maintenant, de 2, vous ne pouvez pas contenir les acteurs politiques, les journalistes, les écrivains, tous les érudits que vous... Est-ce qu'il faut une charte? Il y a une charte. Une charte existe déjà, une charte, si vous voulez, non écrite. Quand on vous dit, par exemple, que si je tiens des propos diffamatoires contre... Il peut me poursuivre. D'accord, en bref. Hein. Si vous laissez que si vous m'invitez chaque fois que je tienne des propos haineux contre X ou Y, mais sur le plan professionnel, vous serez aussi inquiété. Donc, en réalité, pour moi, ça, c'est une charte. Ne pensons pas qu'on va s'asseoir. Tous les intervenants des débats télévisés disent article 1er, voilà ce qu'il faut faire, article 2. L'homme est divers et ondoyant. Disons tout simplement en un mot qu'en ce qui concerne le SDF, nous avons toujours une communication responsable, que ce soit sur le plan régional, national. Nous avons une communication responsable. Vous connaissez tous les communicants du SDF qui ont l'habitude d'être invités sur votre plateau. Il serait très difficile de me dire, voilà un de tes camarades combattants qui est souvent fougueux. Mais cela n'empêche qu'un panéliste puisse réagir à un propos discourtois. Oui, ce que moi je pourrais dire ce soir, tout simplement pour gérer cette situation, c'est à un moment on a identifié un certain nombre
panélistes. Certains l'ont dit ici même par inadvertance. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre qui sont identifiés. Et il ne faut pas organiser très souvent des panels qui les mettent ensemble. Parce qu'il y en a qui font certaines choses aussi par mimétisme. C'est-à-dire que, comme on a vu le clash de l'autre côté, il faut le reproduire de l'autre côté. Et si je pense vraiment s'il faille, comme nous le disons ici, pas fini, s'il faille quand même essayer d'harmoniser les choses, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Parce que le débat, lui, ne prendra jamais fin. Tant qu'il y aura l'opposition et il y aura le parti au pouvoir, il y aura les opposants, je crois que le débat aura cette tendance. Mais pour qu'il ne soit pas accru, il faut essayer. Il faut, à vous aussi, c'est-à-dire que vous, les hommes des médias, vous qui détenez les chaînes de télévision et autres, si vous pouvez vous entendre, c'est-à-dire que si vous avez une corporation, essayez de vous entendre, essayez de voir comment est-ce qu'on peut pas mettre ensemble un tel ou un tel sur un même plateau. Et je pense que c'est Georges Descamps. Cachat, effectivement, comme disait mon confrère Achille Ledjo, oui, il y en a. La loi de 90 sur les infractions commises dans les organes de presse et de télécommunications audiovisuelles, de communication audiovisuelle. Et sur les médias sociaux, il y a la loi 2010 portant cybersécurité, cybercriminalité. Donc, les textes, il y en a. Mais les textes ne suffiront jamais si les acteurs qui interviennent tous les jours n'ont pas une certaine attitude, un certain comportement. La responsabilité de chacun voudrait que l'on travaille. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le RDPC souhaite, j'ai peut-être pas qualité pour engager tout le parti, mais en tant que communicant, le RDPC souhaite que le débat public se poursuive dans la plus grande courtoisie et souhaite que vous, les journalistes, vous accompagnez tous les Camerounais que vous recevez quotidiennement à les capacités, à la maîtrise de soi, à l'utile. La construction du Cameroun doit primer. Les inviter à faire attention à ce qu'ils disent, parce que lorsque nous exprimons comme ça, les gens nous écoutent, nos partenaires de développement nous écoutent, et parfois ils peuvent dire, écoutez ce qu'ils pensent même de leur pays. Ça peut entacher l'image de notre pays. Nous devons d'abord y penser, dans notre intérêt à nous tous. Brice et puis Patrick Christian. Je pense qu'au-delà de l'identification des acteurs, il faut également appeler ces acteurs d'avoir un peu de discours aussi responsables qu'ils peuvent être. Et aussi appeler à la formation dans certains partis politiques, peut-être, je parle avec beaucoup de modestie, qui ne sont pas encore au niveau du MRC, comme par exemple le RDPC, c'est-à-dire dans le choix, dans le casting de ceux qui doivent intervenir. Et aussi, contrairement à ce que mon aîné, Patrick, disait tantôt, ce n'est pas un problème de profil. La qualité du communicant se traduit par le fait qu'il soit capable de porter le message de son parti. C'est ça la qualité du communicant. Pour être un bon communicant, on n'a pas besoin d'être un politologue de base, on n'a pas besoin d'être tel. Moi, je suis logisticien déclarant en douane. Mon travail, c'est d'enlever la marchandise et de transporter jusqu'à la destination. Je n'ai pas fait sciences politiques. Mais le fait que je sois communicant du parti se traduit par le fait aussi que je sois capable de porter le message de mon parti. D'accord. Donc le problème ne se pose pas au niveau du profil, mais de la responsabilité des acteurs qui prennent la parole. Patrick Christian, pour boucler. Bon, peut-être pour sortir sur ça, je crois qu'on ne s'est pas compris. Hein. Le profil, c'est le parti qui décide. La condition du profil, c'est avoir justement la capacité de porter le message dans un domaine précis ou pas, mais d'avoir la capacité. Ce n'est pas forcément, je veux dire, la fonction ou le métier au quotidien qui... Alors, moi je voudrais plaider pour ma chapelle. Puisque l'espace médiatique est le terrain d'expression de toutes ces divergences. D'abord, il faut se dire que le débat en situation démocratique est utile. Les contradictions sont utiles, mais c'est la forme des contradictions qui fait l'objet d'ailleurs de la thématique de ce soir. Et c'est de ces contradictions que nous pouvons avoir des éléments meilleurs d'amélioration de notre environnement. Donc le débat, il est utile en situation démocratique. Mais comme c'est le champ médiatique qui nous offre cet espace de débat,
je voudrais, en interpellant peut-être le gouvernement, parce que l'État le prévoit, peut-être de veiller à une amélioration, un assainissement de l'environnement médiatique. Parce que cela peut participer, et j'ai la conviction, à un très grand niveau, à l'amélioration de la qualité, de la structure de ces débats, qui sont devenus des rendez-vous importants, d'impact et d'influence même des décisions et des orientations que nous prenons dans la marche de notre pays. Qu'on le dise ou pas, les gouvernants s'inspirent ou écoutent même ces débats-là. Donc, plus on aura des débats de qualité dans l'objectif commun de développement, comme le disait Maître, plus cela servira à la cause commune. Donc, je voudrais parler de la capacité que l'État a d'aider. Et puis aussi, pour nos médias, peut-être de revoir des alternatives. Il n'y a pas que les débats qui peuvent faire passer les opinions. On peut trouver d'autres mécaniques, des alternatives. Donc, de mon point de vue, je plaide pour notre chapelle qu'il y ait une meilleure organisation en termes de structuration, un assainissement, et que, de notre côté, nous fassions peut-être preuve de beaucoup plus de créativité pour ne pas se focaliser seulement sur ces joutes-là. Ben vous avez semblé démentir le thème de ce soir. J'ai le sentiment, à la fin de cette émission, que les arguments ont pris le pas sur la violence. C'est peut-être un débat. C'était du politiquement correct. Ah ouais, voilà. Merci à vous et vivement que les débats prennent la température de ce qu'on a vécu ce soir. Merci vraiment d'avoir apporté du vôtre. On espère que les uns et les autres auront intégré ces arguments-là, évidemment, pour que, on le sait, l'avenir est électoral d'ici quelques mois, plusieurs mois. Et on sait qu'en ces périodes, Maître de Dieu n'a pas cessé de le dire, c'est souvent un peu plus violent. Cela dit, merci d'avoir suivi également ce débat, vous à la maison. Et mardi prochain, on aura une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.